Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 22h dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 25 décembre. Lancement des nouvelles activités bancaires de la société chinoise Touch Road Holding. Et en Syrie, les soldats syriens, russes, irakiens nettoient les rues d'Alep. C'était le titre et merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé hier soir une cérémonie de lancement de nouvelles activités bancaires de la société chinoise Touch Road Holding. Un dîner qui a réuni hier soir au Sheraton Hotel le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président du groupe chinois Touch Road à l'occasion et le représentant du corps diplomatique. Cette cérémonie est la finalisation du processus d'acquisition de la Banque de dépôt et de crédit de Djibouti par le groupe chinois Touch Road, une acquisition qui va permettre au groupe chinois de s'implanter dans le domaine économique et financier de notre pays. Ces projets reflètent alors la volonté du président de la République et son Excellence Ismaël Omar Guelleh d'appuyer et soutenir énergiquement les secteurs privés pourvoyeurs de richesses, sources de productivité, a fait savoir le Premier ministre lors de cette cérémonie d'ouverture de la Banque de dépôt et de crédit de Djibouti. Et justement, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué lors de son intervention que le gouvernement a entrepris des réformes structurelles pour créer un environnement favorable au développement du secteur privé en général et plus particulièrement des initiatives renforçant notre position dans le monde des affaires et a saisi cette occasion pour féliciter le président du groupe Touch Road au nom du gouvernement et a salué ce succès significatif. Je voudrais vous dire d'abord joyeux Noël. Ensuite, pour moi, c'est un réel plaisir d'être ce soir parmi vous pour la cérémonie de concrétisation de cette cérémonie, de concrétisation et la finalisation du succès des processus d'acquisition de la banque BCD, Banque de dépôt et de crédit de Djibouti, par le groupe Touch Road. Je tiens ici, au nom du gouvernement, à féliciter le président de Touch Road Djibouti pour cette opération qu'il a menée avec succès. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le Président, au nom du gouvernement. Cette acquisition du groupe Touch Road va permettre au groupe de s'implanter durablement dans le pays et une telle initiative réussie de la part du groupe sera l'occasion, nous l'espérons, de booster l'économie de notre pays qui tourne déjà à plein régime. Le gouvernement a entrepris des réformes structurelles. Et nous allons encore continuer encore plus loin dans ces réformes pour rendre attractive le pays sur le plan des investissements financiers. Ces réformes seront donc vont permettre un climat favorable pour le secteur privé en général et plus particulièrement à ce genre d'initiative qui renforce la position de Djibouti sur le plan financier. Le projet d'acquisition de cette banque reflète parfaitement la volonté du chef de l'État d'appuyer, d'accompagner et de soutenir énergiquement le secteur privé, pourvoyeur de richesses, source de productivité et générateur d'emplois. Aussi, j'invite les investisseurs djiboutiens comme étrangers à suivre cet exemple
profiter pleinement du climat de confiance instauré par le gouvernement pour rendre la République de Djibouti une place financière de choix. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Dr Yassine Hussein Bou, a fait une déclaration au micro de l'RTD dans laquelle il a expliqué les avancées des travaux de la géothermie. Et le ministre a par ailleurs félicité les travaux acharnés qui fournissent les ingénieurs de l'ODEC. On l'écoute. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de vous éclaircir sur les ressources géothermiques et les potentialités énergétiques que dispose notre pays. C'est une chance pour nous d'avoir toute cette potentialité. Djibouti dispose de potentiels géothermiques très importantes, tant dans le domaine de la géothermie que dans les autres énergies renouvelables, à savoir le solaire et les éoliennes. Quant à la géothermie, aujourd'hui nous avons atteint le résultat du premier forage, nous avons atteint les réservoirs géothermiques qui pourra produire une capacité de 5 MW avec le système binaire pour un premier temps, et à la suite nous allons forer d'autres forages du même type. La géothermie, c'est une potentialité, c'est une des énergies renouvelables qui est propre, et abondante et qui est aussi très efficace par rapport aux autres énergies renouvelables qui sont des énergies intermittentes. Donc aujourd'hui, l'Office national de la géothermie, l'ODEG, où le Dr Rayad est à la tête de cet office, qui est un directeur très dynamique, et grâce à lui, grâce à son expertise, grâce à sa volonté patriotique, on a su atteindre le réservoir géothermique et produire les premières vapeurs. Comme vous l'avez vu, les images sont déjà faites. Dans d'autres domaines aussi, la géothermie est abondante dans d'autres sites, à savoir aussi le site de Fialé, qui sera également bientôt exploré. Il y a aussi le site de Hanlé avec la coopération japonaise. Donc c'est une opportunité parce que Djibouti, comme vous le savez, est situé à la croisée des trois rifts. Donc ceci nous amène à être sur une zone de subduction où les plaques s'écartent et où la potentialité géothermique est très abondante. Et non seulement, il faut savoir aussi que Djibouti est le pays au monde où le corps terrestre est la plus mince. Donc c'est une opportunité, c'est une anomalie géologique, mais qui est favorable pour le développement économique. Éducation, cette fois, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé ce matin un atelier de formation des chefs d'établissement. Dispensé par M. Jean-Emmanuel Bouy, expert en consultant et formation des chefs d'établissement, a fait donc un exposé concis sur les concepts de projet en insistant sur la définition, la méthodologie de son élaboration et sur ses enjeux. Cet atelier permettra aux chefs d'établissement de mieux orienter la vie scolaire. Lors de son intervention, le secrétaire général a souligné l'importance et le rôle d'un projet d'établissement et l'impact socioculturel sur la vie. Il a également rappelé les textes de loi et le cadrage de projets d'établissement ainsi que les attentes et les résultats escomptés quant à sa réussite. Depuis le mois de novembre, et aujourd'hui il y avait un expert français qui était là pour nous cadrer les objectifs voulus dans le projet d'établissement.
Alors, c'est une succession de contrats objectifs, normalement, et qui devrait vraiment orienter ou devrait calculer les différents paramètres que chaque établissement a lieu, c'est-à-dire au niveau de socio-culturel, au niveau éducatif, au niveau et qui consiste à peu près ou en fait, à diriger l'établissement vers l'autonomisation. Et pour que l'équipe pédagogique et la veille et la vie scolaire de chaque établissement puissent travailler et autonomiser et ainsi spécifier cet établissement dans les cadres d'une très bonne réussite ou d'une très bonne d'intégration des élèves. Ça a commencé dans certaines écoles et que c'est pour ça qu'il y a une succession de formations, qu'on est toujours réunis au moins une fois par mois ici pour essayer de recorriger, parce que comme c'est la première année qu'on est en train de mettre en place ces projets-là, donc là il y a une succession de formations. En plus de l'initiation, il y a certaines écoles qui ont commencé, qui peuvent, on peut dire, des écoles pilotes. C'est que le ministère de l'Éducation aimerait, c'est globaliser ce système-là. Une journée de présentation de l'Institut de formation pour le développement, plus connu sous l'abréviation des CIFOP, s'est tenu hier à l'hôtel des Acacias. L'événement a réuni une trentaine de cadres supérieurs issus de différents ministères d'instituts publics et d'établissements parapublics. Certains d'entre eux semblaient connaître le principal alimentaire de travaux de cette rencontre, en l'occurrence Mahamadou Abazi, qui n'en est pas à son premier séjour à Djibouti. L'homme assume les fonctions des autorités associées de l'Institut de formation. Ce quadragénaire a présenté via la projection des diapositives un catalogue. Et parmi ces programmes, nous allons choisir quels sont les thèmes qui répondent à nos besoins. Prestataire de services qui est spécialisé dans l'organisation des séminaires et formations destinés pour les professionnels de l'entreprise qui souhaiteraient acquérir des connaissances. Et sous le patronage de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, l'école saoudienne de Djibouti a célébré ce matin à Ramous la journée de la langue arabe. Au cours de cette journée, les élèves de l'école saoudienne ont présenté des sketchs sur l'importance que revêt la langue arabe, suivi d'une projection sur les efforts de l'école saoudienne et l'Institut islamique pour la promotion de la langue arabe dans notre pays. Rappelons que les pays arabes et monde musulman célèbrent depuis le 18 décembre 2012 cette journée mondiale de la langue arabe. Le directeur de l'école saoudienne, M. Mohamed Ben Suleiman Al-Joueh, a exprimé dans une interview passée en revue les activités menées par la promotion de l'arabe. Il a félicité donc à cet effet les bonnes relations qui existent entre la République de Djibouti et l'Arabie Saoudite. De son côté, le consul auprès de l'ambassade saoudienne a affirmé l'importance qui revêt la journée mondiale de la langue arabe qui se tient le 18 décembre de chaque année et s'est félicité des efforts déployés par l'école saoudienne pour l'épanouissement de la langue arabe. Nous avons recueilli quelques réactions des participants, dont notamment le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous l'écoutons. Nous avons été invités aujourd'hui par l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite pour assister à la cérémonie ou à la journée internationale de la langue arabe qui a été célébrée aujourd'hui au siège de l'attachement du Royaume d'Arabie Saoudite. C'était une journée très spéciale parce qu'elle a montré l'importance de la langue arabe dans le monde. Et nous sommes très fiers d'appartenir à une communauté arabe, à un pays arabe qui parle la langue arabe. Et vraiment, c'est une fierté pour Djibouti aujourd'hui. Arta cette fois protéger le requin-baleine et contribuer à la protection de l'environnement et de l'écosystème du golfe de Tadjoura. Et tel a été l'objectif de la réunion de ce matin qui s'est tenue à la préfecture de la région d'Arta. En effet, d'année en année, le constat se fait alarmant. Le nombre de requins-baleines grièvement blessés par les hélices ne cesse de croître. Il devient donc urgent de prendre des mesures avec 18 mètres de long. À l'âge adulte, le requin-baleine est le plus lent poisson du monde. Malgré sa taille imposante, ce requin est nullement dangereux, contrairement à la plupart de ses congénères. Il se nourrit de plancton, mais au fil des années, les géants de la mer sont de plus en plus vulnérables.
nuances à apporter dans ce projet d'intervention sur ces requins. Donc j'espère qu'on va y arriver, mais a priori, si on a de la bonne volonté, ça devrait se faire. Moi, je suis assez optimiste de nature et si je continue dans cette voie-là, c'est que je crois qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. J'ai commencé à étudier les requins-baleines quand je suis arrivé avec mon épouse qui travaillait au PUD ici en 2003. Et depuis cette époque, nous avons travaillé donc avec les opérateurs, notamment avec Bruno Pardigon de Dolphin, et puis avec Bertrand, puisque comme on fait le même métier, on s'est rapproché rapidement, et puis là on a la même sensibilité sur la conservation. Et puis on a toujours eu un accueil attentionné du ministère de l'Environnement. Moi je suis vraiment content de voir M. Rirarch ici, avec qui on échangeait déjà à l'époque sur le requin-baleine. Et pour moi c'est extraordinaire de voir justement que tout le monde, que ce soit les autorités de contrôle en mer, les gardes-côtes, que ce soit le tourisme, vous monsieur le préfet qui représentez l'autorité administrative et les autorités concernées, sont maintenant toutes focalisées sur cet animal qui représente un patrimoine extraordinaire pour Djibouti. Je vous propose à présent de suivre les interventions du colonel Waïs Bourré et du chef de corps de la garde-côte djiboutienne et du directeur de l'environnement Hussein Rirarch concernant les différentes mesures apportées pour mieux protéger ce requin-baleine. Nous les écoutons. Les zones touristiques, ces zones-là, c'est limité. En commençant à 7 frères, Blash Arta, et c'est quelques points officiellement connus par le Dimante. Donc, plus précisément, les animaux des requins qui viennent mensuellement 2, 3 mois ou 6 mois ici à Djibouti, surtout Blash Arta. Et c'est une espèce très rare dans le monde qui est présent uniquement à Blash Arta uniquement, et selon les renseignements, un point en Iran et un autre en Australie. Si vous cherchez océan Indien, Atlantique, Pacifique, tous les mers dans le monde, vous ne le trouvez pas. C'est pour ça que les touristes attirent pour voyager, prendre un ticket à Sydney, à Washington, à New York, pour arriver à Blash Arta. Le ministère a mis en place ce qu'on appelle une monographie pour identifier les endroits vraiment riches en biodiversité à Djibouti. Et il a mis en place ce qu'on appelle après une loi pour protéger ce qu'on appelle les aires marines protégées. Et ces dernières années, nous avons pu avoir un financement pour pouvoir vraiment concrétiser ce qui était marqué sur le papier, c'est-à-dire l'aire protégée sur le papier. On a pu mettre en place dans des éco-gardes et on les a équipés, mais c'était uniquement sur un projet. Les aires protégées marines reconnues, ce sont les îles Moucha Maskali, la région du nord, mais une nouveauté, une importance est venue, c'est la région de Darta. Avant, les requins-baleines existaient, mais ce n'était pas une préoccupation, un engouement touristique. À l'approche de l'organisation du concours sur les produits artisanaux et la désignation de meilleures réalisations susceptibles de remporter les grands prix de chef de l'État, une vingtaine de femmes provenant de différentes localités de la région de Dekil, soit des Mouloud, d'Asseïla, de Yoboki ou de Dekil ville même, ont pu exposer hier les produits artisanaux au siège du conseil régional. Ces femmes ont pu ainsi démontrer leur savoir-faire, mais seront contraintes de passer par une présélection devant permettre de reconnaître et de désigner le meilleur produit. Le concours sera procédé par l'organisation de la Semaine nationale de l'artisanat. Les produits artisanaux sont l'expression d'une culture qu'on valorise à travers les ventes d'objets utilitaires décoratifs ou tout simplement pour garder un bon souvenir lors d'une visite d'un lieu donné ou d'un pays. Les produits artisanaux reflètent une authenticité propre à chaque peuple que l'on s'efforce de sauvegarder et de préserver. Les ventes de ces produits induisent en outre l'entrée de revenus qui peuvent être conséquents si l'on est entreprenant et l'on parvient à bien commercialiser. Et les devoirs et les orienter pour le développement de chaque région de Djibouti. J'exhorte les artisans aussi
au niveau du concours national, ce sera le grand prix du chef de l'État, Inch'Allah. Chaque région doit représenter 3 métiers. Il y aura 3 lauréats dans chaque région. Donc j'exhorte les participants, les artisans et les artisanes de participer fortement. Inch'Allah. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Direction au Box, cette fois, une campagne de vaccination multi-antigène a démarré hier matin dans le chef-lieu de Bok ainsi que ses localités. Le thème retenu est 0 enfant non vacciné. Objectif de cette campagne de vaccination est de vacciner l'ensemble des enfants de 0 à 5 ans se trouvant dans le territoire national. Par ailleurs, cette campagne de vaccination de masse se déroule dans le centre médical et l'ensemble des postes de santé de la région de Hayou. Ces campagnes basées entre autres sur la proximité pour ainsi lutter plus efficacement contre les 10 maladies ciblées de ce programme élargi de vaccination. De venir nombreux et se vacciner pour ceux qui sont à Saint-Mahach, pour ceux qui sont de qualité, sont déjà avertis. Et nous remercions le ministre de la Santé qui a mis à la disposition de la République une équipe de plusieurs équipes plusieurs équipes pour vacciner les nomades et la population d'Obok. Et ainsi que nous remercions le président de la République qui a ici initié. Un communiqué qui nous est parvenu du ministère de la Santé informe la population que l'élection des membres du Conseil de l'Ordre national et des professions médicales de Djibouti 2017-2019 est reportée au vendredi 30 décembre 2016. À l'amphithéâtre de l'USSS à 8h, les conditions pour être membre sont être djiboutienne, inscrit au Conseil de l'Ordre, minimum 5 ans d'exercice médical, pharmacien et chirurgie dentiste, et être à jour de cotisation 2011-2013 et 2014-2016. Déposer son dossier de candidature au bureau du Conseil de l'Ordre. Date de limite de dépôt du dossier le mercredi 28 décembre. Dépassé à ces délais, aucun dossier ne sera accepté. Les conditions pour voter sont être de nationalité djiboutienne, être inscrit au Conseil de l'Ordre, être à jour de cotisation 2011, 2013 et 2014-2015. Et dans le reste de l'actualité, les responsables du lycée de PK12 ont organisé une sortie scolaire pédagogique au profit des meilleurs élèves de cet établissement. Le proviseur du lycée et quelques enseignants ont ainsi encadré ces lycéens et lycéennes pour cette visite de la région d'Ali-Sabieh, découvrir ces sites touristiques et les projets de développement qui ont été lancés. Cette échappée fut l'occasion pour les élèves de sortir de leur quotidien, de souffler un peu et de respirer un air moins pollué qu'en ville. Ainsi, 70 élèves du lycée de PK12 ont pu profiter de cette escapade. Cette sortie vise également à motiver les autres élèves à travailler davantage pour atteindre le niveau requis. Quand visite à Ali-Sabieh, je suis très fière et je suis très contente. On a visité la guerre, c'était magnifique et c'était meilleur. Dans le cadre des visites pédagogiques, ce matin nous avons accueilli les meilleurs élèves du lycée des BK12, accompagnés par les proviseurs ainsi que leurs enseignants. J'ai profité de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à mes collègues ainsi que les élèves. Je leur dis de profiter de ce climat agréable à ce moment. Ils ont visité la nouvelle gare ferroviaire ainsi que les Mondrabeaux. Le préfet d'État du Jura, M. Abdoumalik Mohamed Banouita et Mohamed Abdallah Bourhan, qui assument les fonctions des sous-directeurs à la préfecture, se sont rendus hier dans les localités d'Ambabo et de Kalaf pour voir l'état d'avancement des projets agro-pastoraux lancés en faveur des malentendants ou les sourmiers. Ces projets visent à leur offrir du travail et à les sortir de leur précarité. Précisons que dans le cadre de ces mêmes programmes de lutte contre la pauvreté, ces malentendants ont pu compter précédemment sur quelques chèvres qui leur ont été remis
Dans une brève intervention, le président de l'association des sourmiers, Jilani Ouattara, a insisté sur l'importance de ces projets pour assister les familles à besoins spécifiques, d'autant que la région souffre d'une sécheresse endémique ou récurrente. Sur le périmètre agro-pastoral des surmiers de Calaf, là, les personnes vulnérables, les surmiers et les handicapés travaillent ensemble, cultivent et pratiquent la culture maraîchère et ils élèvent aussi des bétails, des chèvres. Cependant, ces personnes se sentent heureux, intégrées dans le tissu social. Je profite de cette occasion pour remercier surtout nos partenaires, c'est-à-dire la DDS qui a financé le projet, l'ONG PLE qui nous aide beaucoup aussi dans le domaine technique, et aussi la préfecture, le préfet qui nous appuie beaucoup dans ce domaine de l'agriculture et surtout pour ces personnes vulnérables. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer la mort de feu Abdoulaye Ali Aré. Le feu Abdoulaye Ali Aré est né en 1945 à Ali Sabié, était engagé dans l'armée française à l'époque coloniale, puis l'office des postes et de la télécommunication OPT. Dans les années 70, il avait occupé différents postes à l'OPT. Il prend sa retraite en 2001. Il a laissé derrière lui 2 veufs et 12 enfants et 6 petits-enfants. Feu Abdoulaye Ali Aré était l'oncle de notre collègue Mustafa Hassan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité régionale. Au Nigeria, pour commencer, le gouvernement a annoncé hier avoir chassé les djihadistes du groupuscule Boko Haram de leur principal fief situé dans la forêt dite de Sambisa. L'annonce a été faite par le président nigérian Muhammadu Buhari. Selon le président Buhari, les miliciens islamistes sont en fuite avec nulle part où aller. Le chef de l'État a encouragé ses soldats à les poursuivre pour qu'ils soient jugés. Cela fait des mois que des opérations militaires sont en cours pour déloger ces djihadistes de la forêt située dans l'état de Borno, au nord-est du pays, où ils avaient trouvé refuge après plusieurs revers. Cependant, Buhari n'a pas parlé du sort du chef de Boko Haram, Aboubakar Sheko. Et en Syrie, pour finir, soldats syriens, russes, iraniens nettoient rue par rue les quartiers d'Alep abandonnés par sa population et ses insurgés. Bombardements aériens sont désormais concentrés sur d'autres localités ou villes d'Idlib. Quant au froid, il vient tourmenter un peu plus ces réfugiés déjà très affaiblis. Au lendemain de l'évacuation finale des dernières poches d'Alep et du fait de la reprise totale de la ville par le régime de Bachar al-Assad et de ses alliés, les rues en ruine d'Alep Est sont inspectées par des soldats syriens russes nettoyés au bulldozer. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes.